Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo update lecture avec des lectures qui sont dans ma palle de l'été. Si t'as pas encore vu ma palle complète de l'été qui a 15 livres si je dis pas de bêtises, je te mets le lien dans la barre d'infos. Mais pour ceux qui connaissent déjà cette palle de lecture qui est beaucoup trop longue et que je ne finirai pas du tout avant la fin du mois d'août, on peut commencer. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, prenez votre thé, votre café ou un truc à grignoter et on y va. Le premier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est La parabole du semeur de Octavia E. Butler. J'en ai déjà parlé avec la Teams dans Despoils, donc je vais essayer de pas trop en parler en vidéo, comme ça si vous voulez vraiment comprendre un peu de quoi parle l'histoire, etc. Vous pouvez directement aller sur la vidéo de Despoils, mais bon, à chaque fois je dis ça, finalement, je finis par parler pendant une durée indéterminée, donc je vais faire de mon mieux, je vous promets rien. Avant de commencer, petit trigger warning en fait sur La parabole du semeur. Vraiment absensible, s'abstenir parce que c'est un roman avec énormément de violence, d'agression sexuelle, de torture. Tous les trigger warnings auxquels vous pouvez penser sont sûrement dans ce livre. Donc si vous sentez que c'est trop pour vous, ne le lisez pas. Même moi, j'en ai fait des cauchemars et je mens pas. Donc, de quoi ça parle? L'histoire se déroule en 2024. On va suivre une fille de pasteur qui s'appelle Lorraine. En 2024, vraiment, c'est aux États-Unis, c'est un peu la fin du monde. Il n'y a plus d'eau là où ils habitent, il pleut très très rarement. Et du coup, tout le monde a sombré dans la pauvreté. Les prix ont grave augmenté. Et les gens vivent dans une misère qu'on ne connaît pas du tout à ce jour. Vraiment, tout le monde vit dans la rue. Si tu as une maison, en fait, c'est que tu es une personne aisée déjà. Donc tout le monde vit dans la rue, les gens en fait se battent pour de la nourriture, les gens tuent pour de la nourriture, les gens tuent également pour moins que ça. Donc c'est vraiment l'anarchie, clairement c'est l'anarchie. Il y a encore un gouvernement, mais le gouvernement est tellement dépassé par la situation et je pense aussi qu'il s'en fout pas mal en fait de savoir qu'il y a des gens qui sont dans la misère. Ils font comme s'ils ne voyaient rien, ils disent aux gens d'aller voter pour changer un peu la situation du pays. Mais clairement, ça fait 30 ans qu'ils sont dans cette situation, ça n'a pas l'air de changer et j'ai même envie de dire la situation a l'air de toujours se dégrader. Donc c'est un peu la merde. Lorraine par contre, c'est une fille qui est plus ou moins aisée dans le sens où elle a un toit sur sa tête, elle a jamais connu la faim et elle vit dans une communauté qui est du coup pas à l'écart de la ville mais qui est protégée de la ville par un mur un peu fait de briques et de broc, mais en tout cas qui empêche les personnes mal intentionnées de rentrer dans leur communauté et de tout saccager. Le truc avec ce mur, parce que je vous ai dit, il est fait de briques et de broc, c'est que Lorraine se dit, ce mur-là, il a tenu toute mon enfance, mais il y a moyen qu'il tienne plus trop longtemps, parce que quand je sors, je vois bien que c'est de pire en pire. Donc il suffit qu'une personne veuille vraiment notre peau, ou qu'une personne soit vraiment dans le besoin et se dise, j'ai rien à perdre, pour qu'elle rentre et qu'en fait qu'elle nous bute tous. Donc Lorraine commence en fait à faire un petit plan dans sa tête pour se dire comment je peux sortir de ma communauté et rejoindre une terre où il fait mieux vivre. C'est son plan. Elle sait pas où elle ira, mais elle sait qu'elle doit partir parce que si elle reste là, elle va mourir ici en fait. Franchement, ce livre, c'est un putain de coup de cœur. J'ai kiffé, j'ai adoré. C'est-à-dire que j'ai commencé à lire le livre au bout de, je sais pas, 5 chapitres, je savais que ça allait être un coup de cœur, j'avais aucun doute, j'étais à fond dedans. Déjà parce que le livre est grave immersif. Je me mettais à la place des personnages, je me disais mais comment moi j'aurais fait à leur place, qu'est-ce que j'aurais dit, est-ce que moi je serais sortie, j'imaginais vraiment, en fait je m'imaginais vraiment dans leur situation. Et pour dire la vérité, je savais que je n'aurais pas été dans leur situation, je savais que moi je serais déjà morte en fait. J'avais aucun doute sur le fait que ma capacité à vivre en fait dans un monde anarchique est de zéro. Vraiment, je sors de chez moi, boum, c'est bon, je suis morte. Donc j'ai fait comme si j'avais, on va dire, une capacité de 10 sur 100 à pouvoir vivre dans cet univers. Et j'essaie de comparer mes choix à ceux des personnages, dont Lorraine, parce que c'est le personnage principal. Et ce qui est vraiment bien, c'est que par rapport aux young adultes que j'ai l'habitude de lire et qui sont
post-apocalyptiques, des livres de survie, des livres de, je sais pas, type dystopie, genre Hunger Games, etc. J'ai trouvé que celui-ci était vraiment très réaliste. Déjà parce que c'est pas un young adulte, donc je pense que de base, il est plus réaliste que des young adultes, vous voyez. Mais vous savez, dans les young adultes, il y a vraiment ces situations où les personnages vont se sortir, en fait, d'un pétrin. Dans aucun univers, en fait, ils auraient pu survivre à ça. Et dans ce livre, en fait, quand les gens sont bloqués, ils meurent. Enfin, pareil pour les sous-intrigues. Par exemple, des fois dans les young adultes, ils sont en mode survie et tu vois tout d'un coup la romance, elle prend une place, tu comprends pas. Je pense notamment à l'année de grâce. L'année de grâce, il y a un moment, il y a de la romance, tu te dis mais à quel moment on te dit il y a des personnes qui peuvent te dépecer, je sais pas quoi, et toi tu es là, tu vas aller dans une romance. Ça a pas de sens parce que tu es supposé survivre en fait, tu penses à manger, tu penses à trouver de la nourriture, tu cherches à rester en vie, tu cherches pas à tomber amoureuse en fait, t'as pas le temps de tomber amoureuse. Dans la parabole du semeur, il y a pas ça, les gens n'ont pas le temps de tomber amoureux, ou s'ils tombent amoureux, ils perdent pas de vue en fait que déjà ça se trouve la personne en face elle va les buter, elle va aller la buter, et elle perd pas de tête aussi que ok, il y a une certaine romance qui peut s'installer, on s'apprécie, etc. Mais le plus important, c'est de rester en vie. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié dans la parabole du semeur, et je pense que les personnes qui apprécient les romans post-apocalyptiques, les personnes qui apprécient les dystopies, pourraient vraiment apprécier ce livre. Pour moi, c'est vraiment le niveau au-dessus. Et pour vous montrer que c'est vraiment le niveau au-dessus, on arrive sur des discussions que j'avais jamais vues dans les romans dystopiques. Déjà, on va beaucoup parler de la maternité, genre de la parentalité même de manière générale, avec Lorraine qui se dit, en fait, dans un monde parfait, ou en tout cas dans un monde où j'ai pas l'impression que je peux mourir toutes les 2 minutes, bah oui, je voudrais bien fonder une famille, je voudrais bien avoir des enfants, mais en fait, là, je vois pas comment je pourrais avoir des enfants, comment je pourrais fonder une famille alors que je suis pas sûre d'être en vie demain. Et en face d'elle, autour d'elle, il y a des personnes en fait qui ont des enfants, il y a même des familles qui ont énormément d'enfants. Et elle se pose toujours la question, mais pourquoi ces personnes-là ont des enfants? Qu'est-ce qui les pousse à avoir des enfants? Déjà, il y a une réponse qui est très simple, c'est que bah c'est la dèche quoi, c'est vraiment la dèche. Donc tout ce qui est protection, etc. Il y a pas. Déjà, il y a, mais c'est cher. Et déjà, t'arrives pas à manger, c'est pas des préservatifs que tu vas l'acheter. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est l'une des raisons, certes, mais elle se dit si je peux l'éviter, bah je pense que j'éviterai. Je pense que j'éviterai d'avoir des enfants parce que avoir des enfants, ça peut être une faiblesse en fait dans ce monde. Parce que effectivement, on voit pas mal de scènes où les personnes qui ont des enfants bah, sont ralentis, il y a une autre bouche à nourrir. Si ton enfant a peur et qu'il pleure alors qu'il y a des personnes qui veulent te tuer juste derrière toi, et ben en fait vous êtes tous les deux morts. Donc il y a plein de situations comme ça en fait où avoir des enfants c'est une faiblesse. Deuxième question en fait dont on parle dans la parabole du semeur, c'est tout ce qui est droits sociaux. Par exemple, on se rend compte que les droits des femmes, avec tout ce qui se passe, etc., c'est plus trop un sujet en fait. Vraiment là les femmes c'est... Je suis désolée, mais c'est la merde en fait. On se rend compte que déjà la prostitution, c'est vraiment quelque chose qui augmente parce que les personnes ont besoin de manger, donc les femmes vendent leur corps quand on leur prend pas de force. Les femmes sont vendues, des fois on vend leur enfant. Vraiment, il y a un trafic d'humains dans ce livre qui est high level. Et il y a également une autre discussion que Lorraine a avec son père notamment, c'est la question de l'esclavage. Parce que je l'ai pas précisé, puisque pour moi c'est pas important de ouf en fait dans l'histoire, mais en fait Lorraine, sa famille sont noirs. Et son père dit que avec tout ce qui se passe en fait autour d'eux, lui il serait pas surpris que les personnes réinstaurent l'esclavage. Et pour Lorraine, on est en 2024, c'est quelque chose qu'elle n'a jamais connu. Elle, tout ce qu'elle a connu, c'est l'anarchie. Donc Lorraine se dit, effectivement, peut-être qu'on exploiterait plus les gens, mais de là à aller dans de l'esclavage encore, est-ce que ça arriverait? Il y a vraiment cette question de à quel point est-ce qu'on peut perdre nos droits. Et quand Lorraine sortira en fait de sa communauté, on voit bien que effectivement il y a ce racisme en fait qui a pris de l'ampleur. Par exemple, quand 2 personnes noires vont être ensemble, ça peut plus poser de problème que si c'était 2 personnes blanches qui étaient ensemble. Il y a également un moment où ils disent que s'il y a 2 hommes noirs qui sont avec une femme blanche, ça peut poser problème. Par contre, s'il y a 2 hommes blancs qui sont avec une femme noire, ça posera moins problème en fait aux personnes qui sont autour d'eux. Donc on sent vraiment qu'il y a cette montée du racisme et le père de Lorraine dit attention, moi je pense que ça va aller vers de l'esclavage. Et j'ai trouvé ça intéressant en fait qu'on parle de ça, dans le sens où quand il y a de la pauvreté, quand il y a vraiment un déséquilibre qui se crée en fait dans la société,
les personnes qui sont déjà en minorité peuvent perdre vraiment beaucoup de droits et on ne sait pas jusqu'à où ça peut aller. Et ce livre-là te dit jusqu'à où ça peut aller. Ensuite, on a Le train des enfants de Viola Ardone. Je pense que ça se dit Ardone parce que c'est italien, mais peut-être que je sais pas prononcer l'italien aussi, qui sait. Donc là, on va suivre un enfant qui s'appelle Amerigo après la Seconde Guerre mondiale. Et cet enfant vit dans le sud de l'Italie avec sa mère. Et il y a une initiative en fait du Parti communiste de prendre les enfants du sud de l'Italie qui sont très défavorisés et de les placer quelques mois dans des familles aisées de l'Italie du Nord. Et du coup, la mère d'Amerigo va signer un papier pour que son fils aille vivre quelques mois dans une famille de l'Italie du Nord. Et vraiment, je pensais que j'allais apprécier ce livre parce que quand j'ai lu le synopsis, je savais que c'était un peu ma vibe, mais je pensais pas que j'allais genre adorer ce livre. Je pensais que ça allait être un 3-4 étoiles et il me semble que j'ai mis 5 étoiles à ce livre. Et si j'ai pas mis 5 étoiles à ce livre, je vais aller juste changer ma note et mettre 5 étoiles à ce livre. Déjà, j'ai aimé parce que, en fait, on est avec cet enfant, Amerigo, et tout le livre, on l'a du point de vue en fait de Amerigo. Donc on a ce petit garçon de 7 ans qui est super innocent, super naïf et qui du coup voit le monde avec ses petits yeux d'enfant, qui entend les gens parler fort, qui pense qu'il peut prendre un rat pour le faire passer pour un hamster, qui pense que la neige c'est du fromage râpé. Enfin vraiment c'est trop chou de voir le monde à travers les yeux d'un enfant, et ça ajoute en fait une touche de douceur parce que l'histoire elle est vraiment pas, elle est pas joyeuse en fait. C'est vraiment l'histoire d'un enfant qui a une rupture avec sa mère, donc il n'y a rien de heureux dans ça. Mais vu qu'on a tout le point de vue de l'enfant et que l'enfant nous apporte un peu sa naïveté et son innocence sur le monde, du coup, il y a des moments où j'explosais de rire. Je me disais, mais c'est qui cet enfant? Mais vraiment, que quelqu'un l'arrête parce qu'il raconte que de la merde. Et à côté de tout ça, j'ai trouvé que l'histoire était vraiment touchante parce que on a cet enfant qui est séparé de sa mère et il comprend pas en fait ce qui lui arrive parce que sa mère et lui ne parlent pas trop, pour pas dire pas du tout. Sa mère ne lui explique rien, mais vraiment sa mère, je vais pas dire zéro parce que je comprends les douleurs qu'elle a traversées, etc. On sent que la mère, elle a un passé vraiment très lourd et même elle explique un petit peu son passé. On sent que c'est difficile en fait, mais elle explique rien à son fils. Son fils va partir pendant des mois et des mois et des mois et en fait elle lui explique pas du tout. Juste elle lui dit ouais tu vas partir, c'est tout. Tu vas prendre un train, tu vas partir. Et elle lui explique pas pourquoi, elle lui dit pas ouais tu vas me manquer, elle dit absolument rien. Et du coup tu vois que le petit, il est triste, il est perdu, il se demande s'il va revoir sa mère, il se pose plein de questions. Du coup c'est super touchant et c'est assez triste en fait, même s'il y a plein de scènes marrantes comme j'ai dit, dans le fond ça reste une histoire très triste. Et quand il va partir dans le Nord et qu'il va rencontrer du coup cette famille du Nord aisés, enfin ils sont pas aisés en mode super riche, mais par rapport à lui qui est là, il sait pas s'il va manger des pâtes ou pas de pâtes, ils sont super riches en fait, ils ont genre du fromage, de la viande, etc. Lui c'est des choses qu'il a pas du tout dans son quotidien. Et cette famille là, elle est vraiment posée, ils sont dans les câlins, dans la discussion, etc. Alors que quand il était dans le sud, laisse tomber, les personnages autant couleurs, et que ça crie, et que ça agit, et que ça s'embrouille, etc. Tu te dis mais les gens laissent tomber. D'un côté c'est marrant et c'est touchant parce que ces personnages-là, tu vois que voilà, ils sont tous dans la galère ensemble, ils s'apprécient pas mais ils s'entendent quand même, s'il faut aider ils vont aider, tout le monde se mêle de ce qu'ils ne regardent pas et tout, c'est marrant. Mais puis après quand Amerigo il passe de ça, où tout le monde parle dans sa tête, tout le monde crie, etc. à une famille super posée, les enfants vont à l'école, les parents travaillent, ils font de la musique, etc. Le gars il se dit mais c'est ça la vie en fait. C'est sympa la vie hein. Mais ils parlent moins dans cette famille, ils sont plus posés et tout, mais déjà je mange, je fais de la musique, ils m'ont dit d'aller à l'école, j'étais pas pour, mais en vrai je m'en sors bien. Enfin vraiment sa vie change du tout au tout. Mais c'est là, en fait, que ça devient également super triste, c'est que ça crée une cassure. Ça crée vraiment une cassure avec sa mère. Il y a vraiment le monde de sa mère et, on va dire, sa famille du Sud et le monde du Nord, la famille du Nord, les personnes qui lui parlent, les personnes qui le chérissent, les personnes qui lui donnent à manger tous les jours. Et plus il passe du temps avec cette famille, plus il s'éloigne de sa mère. Et d'un autre côté, encore une fois, j'ai trouvé ça super touchant et je pense que c'est l'un des éléments qui m'a le plus touchée dans le livre. C'est que sa mère, quand il part, lui donne une pomme. Et en fait, quand il va arriver dans sa famille du Nord, il va garder cette pomme super longtemps. Genre, la pomme après, elle ressemble plus à rien. Mais il se sent obligé de garder cette pomme
parce que cette pomme, en fait, c'est ce que lui a donné sa mère, c'est son seul souvenir de sa mère. Et en fait, il veut pas la jeter et se dire je trahis ma mère et j'aime d'autres personnes plus que ma mère. Il veut pas être dans cette situation-là. Sauf que par la force des choses, en fait, il va être dans cette situation-là de j'aime beaucoup ma famille du Nord, il m'apporte énormément de choses. Et ben, en fait, ma mère, c'est la seule personne que j'ai toujours eue, c'est celle qui était là pour moi, c'est celle qui, durant la guerre, quand il y avait des bombes là qui me protégeaient, etc. Donc, il est partagé entre ces deux familles et c'est triste en fait de voir que l'Italie là, et avec leur initiative, ils se sont pas dit oui, on va envoyer des enfants, c'est bien, c'est une bonne chose, tu vois. On veut sortir des enfants de la misère, mais les gars, un suivi en fait. Vous pouvez pas lâcher des enfants comme ça dans la nature et se dire que tout va bien se passer pour eux et leur famille. Ça marche pas comme ça la vie. J'ai terminé il y a quelques jours Femme en colère de Mathieu Ménégo. C'est un auteur que j'avais déjà lu avec, je crois c'est Ne le dis à personne ou non, Un homme parfait. Je l'avais découvert avec Un homme parfait et j'avais beaucoup apprécié. Donc quand Livre de Poche m'a envoyé ça, les gars, j'étais contente. J'étais contente. Je savais que j'allais souffrir, mais j'étais contente. Et typiquement, ce livre-là, il m'a vénère. C'est le genre de livre, tu le lis, t'as le seum contre tous les hommes de la planète. Mais bon, comme on dit, ils sont pas tous pareils. En gros, dans ce livre, on va suivre une femme qui s'appelle Mathilde. Et en fait, Mathilde a subi une agression sexuelle. Et suite à ça, elle s'est vengée de ses agresseurs. Et là, contrairement en fait aux livres que j'ai l'habitude de lire sur ce type de sujet, sur ce type de thème, où on va suivre comment on arrivait à la vengeance ou qu'est-ce qui a mené à l'agression, ou l'agression en elle-même et après la reconstruction de la personne, là on va suivre la fin du procès. C'est-à-dire que le procès a déjà eu lieu, on sait pas vraiment ce qui s'est passé durant le procès, et on va être dans la salle de délibération avec le jury. Et en vrai c'est super instructif parce que du coup on découvre un peu comment fonctionne la justice française et surtout la partie des délibérations en France. C'est totalement différent des États-Unis, et à la télé, etc., dans le mainstream, ce qu'on voit le plus en fait, c'est comment ça fonctionne aux États-Unis. Et c'est totalement différent de ce qu'on a en France. Donc là, par exemple, dans ce procès, on aura 6 jurys et après ça, on aura 3 magistrats qui vont aider les 6 jurés à prendre leurs décisions en connaissance de cause. Donc par exemple, leur rappeler les textes de loi, leur expliquer en fait quelles sont les différences entre différents termes. Enfin voilà, c'est super intéressant en fait la façon dont ils procèdent. Et toutes ces petites questions qui vont se poser, ça va leur permettre de décider si l'accusé est coupable ou non coupable, et ça va également leur permettre d'établir une peine si l'accusé est déclaré coupable. Donc j'avoue, je connaissais pas du tout ce fonctionnement, donc de ce point de vue-là, ça a été très instructif et très intéressant. Donc j'ai appris tout en étant énervée parce que durant les délibérations, on a le point de vue de tout le monde parce que les 6 jurés sont amenés à parler, ils sont amenés à dire ce qu'ils pensent, pourquoi ils déclaraient l'accusé coupable, pourquoi ils la considèrent comme non coupable. Enfin voilà, tout le monde est amené à donner son avis. Et en fait, t'avais des personnes, souvent les hommes, qui donnaient leur avis et quand ils donnaient des arguments, ou en tout cas ce que eux ils appellent des arguments, c'était des arguments mais tellement stéréotypés, ça n'avait aucun sens. Genre il y a un moment, il y a un gars, il dit ouais mais en même temps elle couche avec tellement de gars que ça se trouve là c'était juste pas un bon coup et du coup elle veut se venger, enfin je sais pas, enfin le gars il a sorti un d'arguments là, et j'étais tellement vénère, j'ai dit mais en fait toi tu couches avec personne, je ne comprends pas en fait, qu'est-ce que tu veux dire par là, tu veux nous expliquer que tu es frustré monsieur? Ça m'a vénère sa race. Enfin bref, des arguments comme ça. Un autre argument du type, vu qu'elle s'est vengée des hommes, enfin des 2 hommes qui l'ont agressée, ça veut dire que elle déteste tous les hommes. Genre, à quel moment en fait on est allé jusque là? À quel moment on est passé de je me venge de mes 2 agresseurs, de je déteste tous les hommes sur la planète? Genre la meuf elle est archi dangereuse parce qu'elle s'est vengée de 2 gars qui l'ont violée. J'étais en mode mais what the fuck en fait, c'est quel genre d'argument ça encore? Et durant tout le livre, quand ils ouvraient leur bouche là les deux, c'était que pour dire des conneries comme ça m'a tellement vénère. Oh là 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 là. Enfin bref, ça c'est pour la partie qui m'a énervée. Par contre pour la fin, il y a 2 choses qui m'ont... Une chose qui m'a un peu chipotée et une chose qui m'a amené à réfléchir. La chose qui m'a chipotée, je peux pas spoiler parce que c'est vraiment la fin du livre en fait. Il se passe quelque chose à la fin et je vois ce que l'auteur a voulu faire. Mais je suis pas sûre que ce soit une bonne chose de le faire comme il l'a fait. Je suis pas sereine avec sa façon de faire parce que justement en fait il reprend un argument et un trait de caractère des femmes qui est assez stéréotypé et je me dis que ça c'est typiquement le genre d'argument qui peut
desservir les femmes qui se trouvent dans ce type de situation et aussi desservir la cause féministe de manière générale. Donc je n'étais pas totalement à l'aise avec la fin, mais j'avoue quand j'ai lu la fin je me suis dit ah ouais chaud, ah ouais chaud. J'étais quand même à fond dedans, j'avoue j'ai eu un petit sourire en coin, mais après réflexion je me dis c'est peut-être pas la meilleure fin, genre il était peut-être pas obligé d'ajouter cet élément là sur les dernières lignes. Un peu mitigé par rapport à ça. Et par contre, il y a un autre élément qui m'a pas mal fait réfléchir quand j'ai tourné la dernière page et même durant ma lecture en vrai. Mais c'est surtout quand j'ai terminé le livre, je me suis dit mais il y a un truc qui cloche. Parce que dans le roman, le jury, il est composé de 4 femmes et de 2 hommes. Et quand les uns et les autres donnaient leurs arguments, tu voyais que les hommes, en fait, les 2 hommes étaient grave à l'ouest. Ou sinon, ils rentraient beaucoup dans les stéréotypes et dans... Je sais pas. En fait, les arguments qu'ils donnaient, comme je disais tout à l'heure, pour décrédibiliser la femme ou pour dire qu'elle était coupable, je trouvais que c'était un peu hors sujet. Ils ramenaient peut-être un peu trop les choses à leur propre personne. Et ils voyaient pas le contexte. Ou en tout cas, ils accordaient pas d'importance au contexte. Alors que pour moi, tu vois, en tant que femme, je me dis, mais en fait, le fait que elle se venge de personnes qui les violaient, c'est quand même un contexte qui est assez lourd. Enfin, je pense que c'est un truc à prendre en compte. Et eux, en fait, ils le prenaient pas du tout en compte. Et je me suis dit, mais en fait, actuellement, là, maintenant, et même en dehors des choses des femmes, imaginons c'est quelque chose avec une personne qui est minoritaire, une personne maghrébine, une personne noire, j'en sais rien, une personne asiatique. En fait, si le jury il est composé majoritairement de personnes, ou en tout cas que c'est pas équitable, mais si sur les 6 jurés, la majorité c'est des personnes qui sont blanches ou qui ne font pas partie de cette minorité. Je me dis, mais est-ce qu'on prend pas le risque en fait que les jurés prennent énormément de distance par rapport à la personne qui est accusée et donnent comme argument des stéréotypes et du coup déclarent cette personne coupable et lui appliquent une sentence qui est beaucoup plus, importante, j'allais dire un peu disproportionnée, j'en sais rien. Je réfléchis en même temps que je parle, mais je me dis aux États-Unis, quand c'était dans les années je sais pas combien là, et que il y a pas si longtemps que ça, quand je sais pas combien, c'était genre années 80, 70 et encore un peu avant, vous voyez, et que le jury il était totalement blanc et que c'était une personne noire qui était jugée, bah en fait la personne était souvent déclarée coupable et en plus de ça la peine elle était très élevée par rapport à une personne blanche qui aurait été jugée pour la même chose. Et je me dis mais là en fait dans ce livre c'est la même chose en fait si on n'avait eu que des hommes, mais en fait tous les arguments auraient été des préjugés. Donc c'est pas un peu important quand même d'avoir un jury qui est plus ou moins équitable, genre femme-homme, homme blanc, homme noir, femme noire, j'en sais rien. Mais franchement, ça m'a un peu déroutée par rapport à ça, parce que je me suis dit, mais on vit dans une société, je sais en France on fait genre on voit pas les couleurs, etc. Mais là, ce livre-là, il m'a un peu alertée. Et je me suis dit, putain, c'est un peu dangereux en fait d'avoir un jury qui est pas très équitable. Ça peut mener à des bails compliqués en fait pour la personne qui est accusée. Je m'arrête ici parce que en vrai, je me répète, et juste ce que je voulais dire, c'est que ça m'a un petit peu perturbée en fait de voir à quel point le sort d'une personne pouvait être mise dans les mains de personnes qui sont pleins de préjugés et qui un peu déversent leur frustration sur une personne qu'ils ne connaissent pas. Donc ça m'a un peu fait peur, je l'avoue. Mais dans tous les cas, je recommande de ouf Femme en colère, j'ai vraiment adoré. Et si vous devez lire, franchement, essayez de jouer le jeu et de vous poser la question, est-ce que vous aurez déclaré Mathilde coupable? Et si oui, quelle sanction vous auriez voté à la place du jury? Donc je reviens pour le dernier livre de cette update lecture et on va finir cette update lecture sur une très mauvaise note parce que j'ai détesté ce livre qui est Un jour ce sera vide de Hugo Lindenberg. Ce livre m'a donné des très mauvaises vibes. J'ai pas du tout apprécié la façon dont l'histoire était racontée. Je me suis pas du tout attachée au personnage principal. Mais avant de vous en dire plus, je vais un peu vous dire de quoi parle l'intrigue. Parce que là, je commence à dire que je le recommande pas alors que j'ai même pas encore dit de quoi ça parlait.
Du coup, un jour ce sera vide, ça parle d'un petit garçon qui passe les vacances d'été avec sa grand-mère en Normandie si je dis pas de bêtises et en fait il se sent super seul. Il dit que sa famille n'est pas trop normale, on sait pas trop ce qui s'est passé dans sa famille mais en tout cas lui il a le sentiment que sa famille n'est pas normale, que la façon dont sa famille vit et lui son quotidien pour lui il n'est pas un petit garçon comme les autres. Et en fait, l'histoire va vraiment commencer quand il va rencontrer un autre garçon de son âge. Je crois qu'ils ont entre 6 et 8 ans. En tout cas, ils sont très jeunes. Et il va rencontrer un autre garçon de son âge qui, selon lui, est parfait. C'est un petit garçon tout ce qu'il y a de plus normal, il fait des châteaux de sable avec sa famille semble également tout ce qu'il y a de plus normal, il y a son père, il y a sa mère, il y a sa petite sœur, enfin vraiment le schéma de la famille classique / parfaite. Le garçon que le personnage principal va rencontrer s'appelle Baptiste. Et le personnage principal, il va un peu être jaloux, il va être envieux, il va vraiment être dans un mood où il épie un peu Baptiste, quoi. Il le regarde trop, il veut trop faire comme lui. Donc d'un côté, il y a ce truc où au début, tu te dis « Ah, c'est mignon ». Et puis après, il rentre un petit peu trop dans le jeu, il prend ça un petit peu trop au sérieux. Et du coup, ça devient presque malsain parce qu'il épie les mouvements, les faits et gestes de Baptiste. Il épie également ceux de sa famille. Il a une adoration, laisse tomber pour la mère de Baptiste. Par contre, il déteste le père de Baptiste. Va savoir pourquoi, il est trop normal, le père. Du coup, on suit le personnage principal qui épie un autre garçon et il rentre dans une dynamique, comme je vous dis, qui était très bizarre. Moi, personnellement, c'est une dynamique qui m'a mis très mal à l'aise. La première chose qui m'a mis mal à l'aise, c'est que, en fait, on suit un petit garçon. Donc, quand je lis le texte, je m'attends, en fait, à rencontrer un petit garçon. Et là, le premier problème, c'est que, c'est pas un petit garçon, en fait, qui raconte l'histoire. Alors que le personnage principal, c'est un petit garçon. Le texte, il a la première personne. Et t'as l'impression, t'écoutes un vieux parler. Littéralement, t'as l'impression t'entends une personne, pas de 20 ans, pas de 30 ans. J'avais l'impression de lire la vie d'une personne qui avait 60, 70, 80 ans, en fait. J'étais dans la tête d'une personne de 80 ans. Une personne qui était sur la fin de sa vie, quoi. Alors que le personnage principal, je répète, c'est un petit garçon. Il a 7 ans. Et il pense comme un vieux de 80 ans. Déjà, ça n'a pas de sens. Alors oui, le texte, il est très beau. L'auteur, clairement, il a une très très belle plume, on peut pas dire le contraire. Mais tu t'attends pas à ce qu'un garçon de 7 ans, en fait, réfléchisse à la condition humaine, qu'il réfléchisse à l'amour qu'il porte aux autres, à l'amour que les autres lui portent, qu'il réfléchisse à la mort, qu'il réfléchisse à... Je sais pas. Il avait des réflexions qui n'étaient pas adaptées à son âge. Donc si le personnage avait été un petit peu plus vieux, même beaucoup plus vieux, tu vois, je pense que j'aurais plus apprécié le texte. Alors que là, il y avait vraiment trop un décalage entre l'âge du personnage et ce qui se passe dans la vie du personnage, c'est-à-dire aller à la plage, faire des châteaux de sable. Et à côté de ça, réflexion sur la condition humaine, qu'est-ce que ça veut dire que je sois encore sur Terre, qu'est-ce que ça veut dire que j'ai du mal des fois à voir ma tante, etc., que j'ai honte d'elle et tout. Mais non, en fait, un enfant de 7 ans, il pense pas du tout à ça. Ensuite, l'autre truc qui m'a mis extrêmement mal à l'aise avec ce livre, c'est que, toujours parce que enfant de 7 ans avec un cerveau de personne de 80 ans, ce petit enfant, en fait, il avait des fois une façon de décrire les adultes, une façon de décrire la mère de Baptiste. Mais si la mère savait, en fait, tout ce que le petit garçon qu'elle invite à manger chez elle pensait d'elle, mais elle l'inviterait plus du tout, en fait. Elle aurait dit, mais monsieur, au revoir. Monsieur, il faut que vous sortiez de chez moi. Parce que le gars, il décrivait la mère, enfin le gars, l'enfant de 7 ans, décrivait la mère, mais vraiment avec des fois des tournures de phrases, un lexique, c'était érotique en fait. Donc un enfant de 7 ans, il voit une daronne et les premiers trucs qui lui viennent en tête, c'est, je sais pas, son cou. Il avait une façon de décrire, je vous jure. Ça m'a mis mal à l'aise. En fait, le livre, il est pas long. Heureusement, il est pas long parce que j'ai passé 50 pages à me dire, c'est bizarre. Et après, j'ai passé 150 pages à me dire, c'est quand ça se termine en fait, parce que franchement, il y a un moment là, wow, il est temps qu'on passe à autre chose, quoi. Donc, très mauvaise expérience avec Un jour ce sera vide. J'avais dit que je pensais que j'allais pas trop kiffer, mais je pensais pas que j'allais pas kiffer à ce point. Et voilà, du coup, je termine l'update lecture avec une très très mauvaise expérience, alors que l'update lecture avait très très bien commencé. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent, donc bon, espérons que le prochain update lecture se passe mieux. Sur ce, si t'es encore là, c'est que la vidéo t'a plu, donc n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, on se dit à la prochaine, je vous envoie des cœurs sucrés, tchuss!